Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, décidément les jours se suivent et se ressemblent dans 101%. En effet, hier nous apprenions avec émotion la sortie du nouvel album de Davy, et aujourd'hui l'émotion atteindra son paroxysme avec la critique de FIFA 15, un D6 un petit peu spécial consacré aux rencontres de l'imaginaire de Brocéliande, et Metal Missile et Plastic Gun sur Armanoid, la fidèle amie et alliée de Cobra. Et lançons-nous tout de suite dans l'émotion avec les news. La série Tales of fête ses 20 ans d'existence avec Tales of Zestiria, qui sortira le 22 janvier 2015 au Japon. Ce titre anniversaire semble rester dans le plus grand classicisme, en proposant d'explorer le monde de Greenwood avec une bande de héros pouvant aller jusqu'à 8 personnages, dont Sori ou la jeune Rose. Le titre montre déjà également quelques DLC prévus, dont ces tenues saugrenues tirées d'Evangelion, Plugsuit et consorts. Pas de date européenne pour l'instant, mais avec Bandai Namco Games, une fois le jeu localisé, il devrait bien finir par arriver chez nous. Autre anniversaire, Hajime no Ippo, le manga de boxe de Morikawa George, qui est sur le ring depuis 25 ans mine de rien. Son 108e round est paru dans les librairies japonaises en septembre dernier. Pour fêter cet anniversaire, Bandai Namco Games, toujours aussi prolifique quand il s'agit d'adaptations animées au manga, lui dédie un titre sur PS3 qui sort pour les fêtes de fin d'année sur l'archipel. Les cutscenes et autres designs semblent très fidèles au manga, très neketsu dans l'approche, à base de flammes et autres couleurs chaleureuses. Les premières images du gameplay semblent indiquer un jeu orienté arcade. Quelque chose d'assez classique, avec ce qu'il faut de combos à enchaîner, de gardes et de coups spéciaux, comme le Burning Heart qui viendra enflammer vos poings. Les fans de l'univers du boxeur devraient être ravis, avec une galerie de personnages qui semble être assez complète. Reste à voir si le jeu se révélera fun, sans être trop lassant rapidement. Depuis avril 71, et malgré une pause dans les années 90, les petits japonais suivent avec assiduité chaque semaine les aventures de Kamen Rider, un héros créé à la base par Ishinomori Shotaro. Depuis le 5 octobre 2014, la toute nouvelle série de la licence vient de commencer, Kamen Rider Drive, le dimanche à 8h du matin sur le réseau télé Asahi. Pour fêter cela, Bandai Namco sort un jeu sur PS3 et Wii U dédié au rider qui, pour une fois, sera à bord d'une voiture et non de sa traditionnelle moto. Hérésie crieront certains. En général, ce genre d'adaptation destinée à un jeune public ne brille pas par ses qualités. Alors pourquoi parler de ce titre qui a peu de chances d'arriver chez nous? C'est que le Japon semble enfin avoir découvert le NFC, réveillé sans doute par le succès de Skylanders et de Disney Infinity. Kamen Rider Summon Ride sera donc livré avec son socle dédié, le Ride Gate, ses 3 premières figurines et 6 disques Power-Up. Le jeu sera plutôt axé beat'em all et le joueur devra parcourir des mondes élémentaires, chacun défini par un cristal bien particulier. Ajoutez à cela la possibilité de jouer jusqu'à 4 avec ses copains qui auront apporté leurs figurines dotées de leurs stats, la possibilité de faire intervenir tous les riders historiques depuis 71, il y a de quoi faire niveau variété. Évidemment, les figurines et Power-Up seront vendus séparément, dont certains dans les machines à gachapon. Sans compter l'éventualité que de nouveaux power-up apparaissent en cours d'année, en fonction des nouveaux pouvoirs que va acquérir le héros dans le feuilleton hebdomadaire. Y a pas à dire, ils auront mis un peu de temps à se réveiller. Mais quand ils s'y mettent au Japon, ils ne font pas les choses à moitié. Condoléances au portefeuille des parents japonais et à celui des otaku de Kamen Rider. Ça y est, le FIFA nouveau est arrivé. Et cette année, FIFA, il est super en forme, FIFA, il est super entraîné, FIFA, il est venu pour gagner. Mais attention, à la différence des précédentes éditions, quand on a le ballon au bout du pied, encore faut-il trouver le bon équipier, faire une passe, un crochet, une roulette, car il faut battre le goal. Alors là, oui, vous allez me dire, enfin Benoît, c'est pas les paroles du générique d'Olivier Tom. Admettons, peut-être, si vous voulez, je vous ferai remarquer à ma décharge que je ne suis pas le mieux placé pour faire le lancement d'une critique d'un jeu de football. C'est lié à un traumatisme de petite enfance que je préfère ne pas vous développer maintenant tout de suite. De toute façon, on n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, tant pis. Parce qu'en fait, quand on joue au foot dans la cour de l'école, eh ben, j'étais toujours choisi en dernier pour intégrer l'équipe, comme Philippe, dans Koh-Lanta. C'est d'ailleurs depuis que j'ai développé une aversion pour le genre humain en général et le football en particulier. Et même quand on jouait pendant la partie, on voyait bien dans mes yeux la tristesse, la frustration liée à ce rejet. Et avec FIFA 15 et ses 600 nouvelles émotions pour les joueurs, j'ai peur que ce soit trop douloureux, trop réaliste. Voilà.
pas d'enjeu, mais quand on voit autant de joueurs de prestige, on se dit qu'on ne peut qu'avoir du spectacle. EA a toujours avancé dans la bonne direction. Tout n'était pas parfait, bien sûr. Et il n'était pas rare que des nouveautés se révèlent bancales sur le moment pour n'arriver à maturité que l'année suivante. Une marque de la tête. Seulement voilà, contrairement à un PES qui ne savait pas trop sur quel pied danser, on sentait une vraie philosophie de jeu. Comme si, en dépit des approximations déplorées, les développeurs continuaient à s'en tenir à leur feuille de route. FIFA a donné l'impression d'être un projet pensé sur le long terme. Une sorte de Paris Saint-Germain version Qatar, enclin à construire plutôt qu'un AS Monaco à la mode Ruskov. Oh, la jolie frappe! Hélas, pour une raison qui nous échappe, FIFA 15 ne s'inscrit pas dans cette continuité et va même jusqu'à renier les principes de la série. L'arbitre qui sort le jaune. Un changement d'orientation regrettable, surtout quand il prend des allures de grain de sable et enraye la belle mécanique qu'EA avait patiemment construit. Et ce ballon qui sort finalement. Avant d'attaquer le sujet qui fâche, à savoir le gameplay, il convient de rappeler que la série FIFA demeure inattaquable en termes de contenu. Il y en aura toujours quelques-uns pour venir déplorer la disparition des clubs brésiliens. Mais il faut tout de même se montrer juste et saluer l'exhaustivité des équipes mises à notre disposition. Les principaux championnats sont sous licence. Toutes sortes de ligues plus ou moins exotiques sont présentes et l'ensemble des sélections nationales, ou presque, a droit à ses équipements officiels. À cela, il faut ajouter une réalisation plutôt solide, malgré des joueurs aux proportions parfois étranges, ainsi que de gros efforts de mise en scène. L'ambiance dans les tribunes est par exemple un peu plus chaude que par le passé. Les ralentis se calquent sur le modèle d'une retransmission télé. On revoit ce but sous un autre angle. Et on a même droit maintenant à des scénettes de transition, comme lorsqu'un joueur va placer son ballon avant de tirer un corner ou un coup franc. Très vite, la plupart des joueurs les zapperont en matraquant la manette, mais la volonté de nous immerger dans un vrai match de foot est palpable. Osé, le tacle, mais c'était propre. Oui, le timing est parfait, le geste juste, tout simplement. Toujours dans le registre des nouveautés qui font plaisir, on notera que les développeurs ont également fait évoluer l'interface. Le menu de gestion d'équipe n'est plus l'usine à gaz des précédents volets et se rapproche désormais de ce que proposent les PES. On retrouve même le petit graphique en forme d'hexagone qui permet de mieux comparer les joueurs lors d'un remplacement. À noter aussi qu'il n'est plus nécessaire de repasser par le menu principal pour changer d'équipe à l'issue d'une rencontre. J'ai trouvé cette équipe assez convaincante. Et que de la même manière, on peut lancer sans attendre la recherche d'un nouvel adversaire après un match en ligne. Sur tous ces points, FIFA 15 fait ce qu'on attend de lui et se montre tout à fait satisfaisant. Malheureusement, il est difficile d'en dire autant de son gameplay. Oh, ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire? Le manque de vraies nouveautés nous avait plus ou moins mis la puce à l'oreille. Mais pour être tout à fait honnête, on ne s'attendait pas à une telle déroute. On n'imaginait pas qu'Electronic Arts renierait des années de travail pour nous pondre un jeu qui penche à ce point vers l'arcade. Car il faut dire les choses telles qu'elles sont, FIFA 15 n'a rien d'une simulation. L'occasion peut-être avec cette frappe. Et le gardien qui rentre. Oh, mais pour l'Espagne! Avec sa vitesse rehaussée et son inertie beaucoup moins marquée, il tourne le dos aux puristes et fait 2 bonnes enjambées en direction du grand public. Peut-être le but. Et marque! Un changement d'orientation discutable, surtout qu'il n'est pas maîtrisé et s'accompagne de désagréments, avec notamment une multiplication des collisions bancales. Pour tout vous dire, on se croit parfois revenu à l'époque de FIFA 12. La volonté de mettre le jeu collectif au centre des débats a été balayée, si bien qu'il suffit maintenant d'abuser du jeu en rupture pour se créer une montagne d'occasions. Oh non, l'action qui n'est pas terminée, attention! Plus la peine d'aérer le jeu et d'assurer les transmissions pour faire la différence. Désormais, le moindre ballon en profondeur est susceptible de déchirer les lignes adverses. Ça en est d'autant plus désespérant que les nouveaux gardiens ne se montrent pas forcément à la hauteur. C'est Benzema qui prend le dessus. Ah, attention, la frappe! Oh oui, le but! Pour quelques réflexes à la limite de l'invraisemblable, on a droit à une multiplication de leurs carences. Que ce soit dans leur sortie ou dans leur manière de fermer les angles, difficile de ne pas y voir une régression. Oh, attention ce ballon! Et la puissance exagérée des frappes n'arrange pas les choses. Encore le gardien, c'est gagné! Presque l'occasion. Oh, ça va rentrer! Ça y est!
Pour que les scores de tennis, sur lesquels se finissent parfois les matchs, ne deviennent pas des scores de rugby, le ballon semble souvent téléguidé en direction des poteaux ou de la transversale. Mais ça n'enlève rien au fait que les mines décochées depuis le milieu de terrain affichent une trop grande efficacité. Ajoutez à cela des démarrages balle au pied beaucoup plus vifs, et vous prendrez toute la mesure de FIFA 15, un jeu où le danger vient davantage des individualités que du collectif. Oh, il y a du monde pour le reprendre. Alexis Sanchez, la tête, oui, le but. Voilà, le coup de sifflet a retenti, premier ballon pour l'Ajax. Si vous avez été bien attentif à cette critique, vous avez certainement compris que FIFA 15 est une négation de ce qui a fait le succès de la série. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Alors que celle-ci se vend à des millions d'exemplaires et que le public répond toujours un peu plus présent, on n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui a poussé Electronic Arts à retourner sa veste de la sorte. Car le pire dans tout ça, c'est que le passage de la simulation vers l'arcade semble avoir été précipité. Le gameplay n'a clairement pas été équilibré et des défauts que l'on pensait oublier ont rejailli de nulle part. Bien sûr, FIFA 15 reste plaisant, manette en main, et assure le show avec ses papinades pleines de lucarnes et ses dribbles chaloupés. Mais cela ne suffit pas à en faire un bon jeu de foot. Et ce côté exagérément spectaculaire renforce un peu plus notre immense déception. L'arbitre qui vient de siffler la fin de la partie sur cette victoire de l'Olympique de Marseille. De l'émotion toujours dans 100% avec un D6 très spécial que nous a concocté Julien Pirou à l'occasion des rencontres de l'imaginaire de Brocéliande. Vous allez voir, c'est extraordinaire, il a mis les petits plats dans les grands, il a pris la caméra, il est parti dans la forêt, on l'a perdu, on l'a pas retrouvé, et puis si à la fin il est revenu, il avait des crêpes au beurre salé, c'était vraiment Breton in motion. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un jeu, mais d'un lieu. Un lieu mythique, propre à enflammer l'imagination et inspirer des dizaines de scénarios. Ce lieu, c'est la forêt de Brocéliande, où se tenait cet été la 10e édition des Rencontres de l'imaginaire. Mais pour aller explorer ces bois hantés par les légendes du Graal et des chevaliers de la table ronde, nous allons adopter un ton un peu différent. Bienvenue dans Rollist in Motion. Située dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à une trentaine de kilomètres au sud de Rennes, la forêt de Paimpont est l'une des plus belles forêts françaises. S'étendant sur 9000 hectares, ce massif boisé est le plus grand vestige des vastes forêts qui recouvraient jadis l'Argoate, la partie intérieure de la Bretagne. Depuis le XIIIe siècle, la forêt de Paimpont est aussi et surtout considérée comme la localisation la plus probable de la mythique forêt de Brocéliande. C'est Chrétien de Troyes qui, le premier, employa le nom Brocéliande, probablement une déformation du nom breton Bréchélian ou Brécilian. C'est en forêt de Brocéliande qu'auraient eu lieu tant d'exploits des chevaliers de la table ronde, qu'aurait vécu l'enchanteur Merlin ainsi que la Dame du Lac, que l'on aurait trouvé la fontaine de Barenton aux propriétés magiques, où Yvain, le chevalier au lion, défia le chevalier noir. Évidemment, rien ne prouve que Paimpont et Brocéliande ne font qu'un. Depuis des siècles, les historiens et médiévistes débattent du bien fondé de cette association. Mais à ce jour, la forêt de Paimpont demeure le candidat le plus probable. Ne portait-elle pas autrefois le nom de forêt de Brécilien? Et même si les légendes de la table ronde sont devenues un prétexte touristique, on aurait tort de se priver d'une balade placée sous le signe de la magie. Laissons nos pas nous guider à la chapelle du Graal de Tréon-Rantuc, dont les magnifiques vitraux retracent la légende de la coupe fabuleuse. Certes, cette thématisation de la chapelle ne date que de 1942. Mais est-ce vraiment important? Il faut savoir rêver. Il est temps de s'aventurer dans le Val sans retour. Selon la légende, c'est là que Morgane aurait piégé son amant infidèle, condamné à y errer sans fin. Malédiction ou non, il est indéniable qu'on s'y égare facilement. Peut-être vos pas vous mèneront-ils jusqu'au tombeau de Viviane, sur les hauteurs du Val.
Ou peut-être trouverez-vous l'arbre d'or. Cet arbre, recouvert de feuilles d'or, n'a aucun rapport avec Merlin ou Arthur. Il célèbre le reboisement de la forêt après l'incendie de 1990. Il a récemment fait l'objet d'une restauration et est plus flamboyant que jamais. Quittons maintenant le Val sans retour pour nous diriger plus au nord vers le lac de Compère. D'aucuns prétendent que ce lac serait celui-là même où aurait vécu la fée Viviane dans un château de cristal offert par Merlin. À défaut de château de cristal au fond du lac, nous pouvons toujours nous rabattre sur le château de Compère, qui ne manque pas non plus d'intérêt. Ce château abrite le centre de l'imaginaire arthurien. Une exposition permanente permet aux visiteurs de se familiariser avec les mythes et légendes de Bretagne au travers de dioramas, de courts-métrages. Mais c'est aussi au château de Compère que se tenait fin juillet la 10e édition des Rencontres de l'imaginaire de Brocéliande. Artistes, dessinateurs et conteurs s'y réunissent pour célébrer les légendes celtiques. En cette année 2014, on pouvait y croiser des illustrateurs renommés comme Olivier Ledroit, célèbre pour son travail sur les chroniques de la Lune Noire. Quant aux invités d'honneur, il s'agissait de Brian et Wendy Fraud, des piliers des studios Jim Henson, ayant notamment créé l'univers du film Dark Crystal. Plusieurs de leurs dessins et sculptures étaient exposés pour l'occasion, aux côtés d'œuvres de Ledroit ou de Didier Graffet. Plus qu'une énième convention, et comme leur nom l'indique, ces rencontres de l'imaginaire étaient surtout une belle occasion pour les fans de rencontrer ces grands artistes dans une ambiance décontractée, bien loin des séances de dédicaces industrielles des grands festivals. À Brocéliande, la frontière entre le rêve et la réalité est décidément ténue. Il suffit de ne pas se laisser distraire par les pièges à touristes et se laisser bercer par le souffle des vieilles légendes. Et voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette promenade en forêt de Brocéliande et que cette émission vous aura donné envie de vous y rendre à votre tour en quête du Graal. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien! De l'émotion encore, de l'émotion toujours avec Metal Missile et Plastic Gun, puisqu'aujourd'hui Jean-Marc nous dévoile dans la famille Figma la figurine Armanoïde en VF. Oh, Lady en VO. Oh. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi une autre petite différence. C'est qu'en japonais, Lady a une voix humaine de femme totalement normale, tandis que Armanoïde a une voix de robot. Une voix de robot, avec un gros synthé de robot. Alors bon, je sais pas trop pourquoi. Hein. Est-ce que les Japonais se sont dit « Oh mais Cobra, c'est le futur, attends, le gars, il a un rayon delta et tout, la synthèse vocale, elle a fait des progrès, on voit plus la différence, c'est une voix normale, humaine. » Et que les Français se sont dit « Ah bah dis donc, ils sont couillons ces Japonais, ils ont pas mis de voix de robot à leur robot. Allez tiens, viens Roger !» Alors est-ce que c'était ça? Ou alors est-ce que c'est peut-être parce que les Japonais ils étaient radins, ils n'ont pas voulu, et puis que les Français, nous au moins, on avait quand même le respect du public, de l'audience. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas la raison du pourquoi. Il faudrait demander à Jean-Marc, mais il ne pourra pas répondre en ce moment, il est occupé à défendre ses jouets contre des vagues d'enfants qui essaient de les lui piquer. Et c'est moche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le jaune, noir et rouge est mis, puisque notre émission va parler de notre ami Cobra, notre héros légendaire. Et vous n'êtes pas sans vous rappeler que nous avions déjà fait une émission sur le jouet de Cobra, donc nous allons voir la suite. Et nous allons poursuivre avec notre ami Lady, plus connu sous le nom d'Armanoïde par les fans français. Voilà Armanoïde. Voici une position neutre. Elle est superbe, la teinte particulièrement est respectée, donc c'est vraiment
C'est vraiment très très bien fait. La teinte n'est pas peinte dessus, c'est vraiment le plastique qui est moulé dans cette teinte violette à plusieurs tons du corps d'Armanoïde. Donc c'est vraiment génial. Voilà, on a même la peau grise d'Armanoïde, parce que je crois savoir qu'au départ c'était une humaine, bien sûr, qui a eu un gros accident et un gros problème et qui a donc été, si on peut dire, cybernétisée. Et donc là on voit bien sa peau, on voit bien ses yeux blancs sans iris donc. Et puis les trois petits cils qui dépassent de chaque côté. Donc vraiment un souci du détail, c'est Armanoïde, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà notre ami Lady. Maintenant, nous allons passer au degré supérieur, car voici la pièce supplémentaire qui fait un intérêt de plus, qui donne un intérêt de plus à ce jouet. C'est donc la position d'Armanoïde que l'on connaît, puisqu'elle c'est la couverture d'un manga, me semble-t-il, où Cobra est derrière elle et elle est agenouillée devant lui. Donc, comme je viens de le faire, vous séparez momentanément et sans dommage pour la figurine, bien sûr, le torse de Lady et le bas de son corps. Et tout cela, bien sûr, est articulé par du ball joint, qu'on a l'habitude de voir aussi bien dans des jouets Revoltech que sur du Figma, donc ça pose vraiment aucun problème. Vous relevez les bras, ainsi, ensuite, hop, ça se fait vraiment comme un charme, c'est un plaisir. Donc vous avez déjà ici la position, donc le moulage est vraiment exceptionnel, et pour ceux qui disposent du manga en question, vous pouvez vraiment vérifier que la position est exactement la même que sur la couverture du manga. Nous allons parfaire le tableau en enlevant les mains point fermé de Lady, que nous pouvons remplacer par des mains ouvertes, où elle prend appui sur le sol. Vous obtenez ceci. Donc voilà, je pense que ça se voit à la caméra, c'est saisissant vraiment pour ceux qui connaissent la couverture en question, c'est incroyable, c'est exactement ça mais en 3D. Le plaisir continue, hein, le plaisir va continuer, parce qu'une fois que nous avons procédé à ça, la boîte nous offre d'autres possibilités. Alors, la première de ces possibilités, c'est d'octroyer à Cobra un visage supplémentaire ou une cligne de l'œil. Et oui, messieurs, dames, tous les aficionados le savent bien, Cobra est un gars qui est très décontracté et qui aime rendre complices les gens autour de lui. Et bien sûr, comme dans la figurine précédente de Cobra lui-même, bien qu'il n'y ait qu'un seul œil, eh bien, la position de la pupille de cet œil peut changer. C'est-à-dire que, fort de la première figurine de Cobra, vous avez à l'intérieur la petite pince blanche qui vous permet de changer l'orientation des yeux. Et donc sur ce visage supplémentaire, vous pouvez parfaitement le faire regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc voilà, l'émerveillement continue. La deuxième partie de la boîte présente des effects concernant les effets du Psychogun. Et oui, car la particularité qui donne à Cobra son invincibilité, mis à part son humour et sa bonhomie, c'est bien sûr le Psychogun. Alors je pense que les grands fans comme moi se rappellent de la déclaration d'un soldat des pirates de l'espace qui dit vous avez vu, le rayon de Cobra tourne s'il le veut. Eh bien, nous avons ici illustration de l'expression étonnée de ce garde un peu avant qu'il périsse, évidemment. Vous voyez, donc ceci est une bonus part, et vous, intelligemment, vous le mettez au bout du Psychogun et effet garanti. Mais c'est superbe. Une complémentarité, une fois de plus, entre ce que vous avez acheté, ce que vous achetez et ce que vous achèterez. Donc personnellement, ça me convient parfaitement. Donc ici, la déflagration, comme je le disais. Voilà. Donc, vous pouvez parfaitement vous faire une petite scénette où Cobra décoche son fameux rayon et le fait tourner par son simple bon vouloir. Et il touchera la cible de toute façon, l'ennemi pourra vous l'assurer. Voilà pour cette émission de Cobra. C'est le mec plus ultra. Et puis là, vraiment, le bonus de la position de Lady, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et encore, je parle de cacahuètes, je ferais bien de parler de doublons en or, ce serait beaucoup mieux. Voilà,
Une nouvelle preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce débordement inhabituel, mais je suis tellement submergé par l'émotion qu'elle me coule par le nez. Puis en plus, c'est déjà la fin de 100%. Vraiment, ça en est trop. Des bisous. Des gros bisous.